dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des métaux stratégiques nécessaires à la transition énergétique. Et c'est un sujet pour Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, à mes côtés en plateau. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Bon, l'actualité qui vous amène une fois de plus sur ce plateau, alors c'est ce que j'appelle ou ce qu'on appelle la guerre des métaux stratégiques, alors qui trouve une concrétisation chez vous, chez Ophi Asset Management. On va parler du nouveau fonds que vous lancez, que vous allez piloter. Donc il y avait le fonds Precious Metals. Maintenant, il y a un fonds qui s'appelle Energy Financial Investment Energy Strategic Metals. Voilà, les métaux stratégiques dédiés à la transition énergétique. Alors, ceux qui vous écoutent ne seront pas étonnés de vos propos, Benjamin, mais il faut peut-être redonner un petit peu les contours de l'équation métaux transition énergétique. Oui, alors les métaux servent à plein de choses, mais il y a un gros game changer, c'est qu'aujourd'hui, les rapports du GIEC sont formels, il y a un réchauffement climatique, et si on veut limiter ce réchauffement climatique, qui est essentiellement d'origine humaine, lié à la combustion des énergies fossiles, il faut se séparer des énergies fossiles. Les énergies fossiles représentent aujourd'hui encore 80% de l'énergie primaire consommée dans le monde. On a 30 ans pour s'en défaire. Voilà. C'est extrêmement brutal. Et c'est le plus grand challenge, à mon avis, de l'humanité, parce qu'on a bâti notre économie autour de ces problématiques énergétiques. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions. Il y a des énergies décarbonées, il y en a qui sont un peu controversées, le nucléaire, il y en a qui sont un peu limitées en termes de développement possible, l'hydroélectrique, même s'il y a des projets possibles, et il y en a sur lesquels il y a un consensus, ce sont les énergies renouvelables. Mais on a déjà eu l'occasion d'en parler, Grégoire, le problème, c'est que contrairement à ce que certains politiques ont voulu nous faire croire pendant la campagne, en nous disant que le passage au renouvelable nous rendrait indépendants parce que le vent et le soleil sont chez nous, eh bien, on ne fait pas d'électricité avec du vent, avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il a une existence physique, il est fait principalement de métaux. Il faut, par exemple, dans une voiture électrique, 6 fois plus de métaux rares que dans une voiture thermique classique, 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Vous avez dans une éolienne entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Dans un panneau solaire, vous avez de l'argent, vous avez du cuivre, vous avez de l'aluminium. Et donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que faire une transition énergétique, c'est transformer notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Et nous ne sommes pas forcément bien préparés à ce changement. Et les contraintes, ce que l'ancien président de la Banque centrale d'Angleterre, Mark Carney, a appelé la tragédie des horizons, on a besoin de prendre conscience de ce problème très vite. Pourquoi ? Parce que les besoins en métaux arrivent tout de suite, si on est sérieux sur la transition énergétique, et ouvrir une nouvelle mine entre le moment où on décide de faire cette mine et le moment où elle arrive en activité, c'est 5 à 7 ans, à minima, plutôt 10 en Europe. Et donc, il faut se dépêcher de faire ces changements. Donc, Philippe Varin a rendu un rapport sur ce sujet à Emmanuel Macron en début d'année, où il disait « Le monde de demain sera sans carbone, mais pas sans métaux ». Et l'une de ses conclusions que j'appelle également de mes voeux, c'était « Il faut absolument et urgemment que le secteur minier soit d'une façon ou d'une autre intégré dans la taxonomie pour flécher des investissements vers ce secteur ». Donc on a un vrai enjeu politique, parce que si on n'investit pas massivement aujourd'hui dans ce secteur, on va, avoir des prix qui vont s'envoler, mais même si on investit massivement, je pense que, compte tenu des délais de mise à niveau des mines, eh bien, on devrait avoir des prix qui s'envolent, et je ne suis pas le seul à le penser, le FMI en parle aussi, on pourra en dire un mot si vous voulez, parce que les chiffres sont assez affolants. Et deux, il va falloir absolument mettre en place une géopolitique autour de tout ça. Il y aura toujours des gens pour investir dans les mines de métaux. L'idée de la taxonomie, pourquoi ce débat est important, c'est qu'il faut quand même que la base d'investisseurs capables d'investir dans la production de métaux soit la plus large possible. Et pour ça, il faut que ces investissements soient environnementalement et socialement acceptables. Le débat, il en est où là, de ce point de vue-là? Aujourd'hui, les gens veulent donner du sens à leur épargne. Donc effectivement, avoir ce label taxonomie permet de rassurer les gens. La question se pose, et c'est aussi pour ça que le débat pour l'instant a du mal à avancer, parce que les métaux, pour les produire, ça pollue. Ben oui. Ça, il n'y a pas de secret. Ben oui. Simplement, 2 chiffres. Les énergies fossiles, je vous le disais, 80% de notre énergie primaire, 70% des émissions de CO2. La totalité de la production de métaux sur la planète, en scope 1, 2 et 3, donc toute émission confondue, c'est 11% des émissions de CO2 de la planète. Et là-dessus, on peut faire des gros efforts, parce que notamment l'acier représente 70% de ces 11%, et que l'acier, on est en train d'essayer de le rendre plus propre en utilisant plutôt de l'hydrogène plutôt que du charbon pour le produire. Pareil pour l'aluminium, donc on doit pouvoir en plus réduire ces 11%. Donc il y a clairement, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Il faut aller sur ces énergies renouvelables, et donc il faut développer le secteur minier, et donc il faut flécher
comme vers ces investissements. Alors on peut mettre des contraintes en termes d'émissions de CO2 par tonne de métal produite, mais il faut le faire pour faciliter le développement du secteur minier. En parlant de dépendance, quels sont les enseignements à tirer de la crise russe qui a révélé justement la dépendance qu'on avait au gaz et aux fossiles russes en particulier, sachant que les métaux, alors on va rentrer dans le détail de comment votre fonds permet de s'exposer à cette thématique, mais les métaux dont on parle, j'ai en tête qu'ils ne sont pas produits chez nous. Non. On refuse, nous, de les extraire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais on y réfléchit, mais c'est compliqué. Ce n'est pas un choix politique évident et sur lequel on peut miser rapidement. Donc, il faut aller les produire ailleurs, dans des pays qui sont quoi ? Des pays amis aujourd'hui, qui seront des pays amis encore demain ? Première chose, conclusion du rapport Varin. La dépendance de l'Europe à son approvisionnement en métaux est de 70%. La dépendance de la France est de 100%. Donc voilà, vous avez la réponse à votre question. Il va falloir qu'on travaille avec d'autres gens. On a un certain nombre de pays amis qui produisent ce type de métaux, l'Australie, le Canada, les États-Unis. Mais on a aussi un certain nombre de pays avec lesquels les rapports peuvent être parfois un peu compliqués. On va citer la République démocratique du Congo, 65% des réserves mondiales de cobalt, qui aujourd'hui est un métal indispensable pour la mobilité électrique. Ça pourrait changer, mais pour l'instant c'est le cas. Quelles sont nos relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo ? Quelles sont nos relations diplomatiques avec le Chili ? Premier producteur mondial de cuivre, qui a un gouvernement très à gauche, qui cherche à augmenter la part de revenus de l'État dans l'activité minière. Quelles sont nos relations diplomatiques avec la Chine, qui aujourd'hui est responsable de 40 à 70% du raffinage de la plupart des métaux, qui est responsable de plus de 90% de la production des terres rares. Il va falloir qu'on se pose ces questions urgemment et qu'on passe d'une diplomatie des énergies fossiles, on a bâti une bonne partie de notre diplomatie autour de nos besoins en énergie fossile ces dernières années, à une diplomatie des métaux pour pouvoir tenir compte de ces problématiques. Les Chinois le font depuis longtemps et si j'osais, je dirais qu'il y a peut-être une petite raison toute simple, c'est que Xi Jinping et son gouvernement sont essentiellement des ingénieurs. Xi Jinping a un diplôme de géologue, là où le dernier président français ingénieur était Valéry Giscard d'Estaing. Et on aborde je savais pas qu'il était géologue. Il a un diplôme de géologue. Ouais. Bon, effectivement, à garder en tête. Bon, concrètement, dans OFI Financial Investment Energy Strategic Metals, techniquement, comment le fonds fonctionne, à quel type de métaux on s'expose et à travers quel type de support on s'expose à la thématique métaux. Alors, on s'expose directement à la performance des métaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement dans des compagnies minières. On enlève le risque action. Voilà, c'est un choix. Certains préfèrent être exposés aux compagnies minières. Aujourd'hui, je pense que les compagnies minières, compte tenu de tous les défis que je viens d'évoquer, vont avoir des dépenses en capital, des investissements énormes, ce qui fait qu'elles pourront profiter de tout ça, mais peut-être à plus long terme. Et donc à court terme, on trouve que c'est plus intéressant, plus pertinent de se positionner sur les métaux. On ne peut pas, dans un fonds, je dirais tout public, investir directement dans les métaux, puisqu'aujourd'hui, quand on achète des métaux de ce type-là, on a un risque de livraison et c'est pas une chose qu'on a envie de faire porter à des investisseurs particuliers. Donc, on passe au travers d'un indice. On va répliquer la performance d'un indice qui est composé d'un panier de contrats à terme sur métaux. Donc, on va investir à travers ce fonds. On va s'exposer à la performance du cuivre, indispensable dans toutes les technologies. C'est le plus gros poids dans votre indice, là ? Oui, c'est le plus gros avec le nickel. Alors, le nickel, lui, est indispensable pour une seule technologie bas carbone, c'est la mobilité électrique. Enfin, principalement pour ça. Sauf que quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, on produit 2 millions de tonnes de nickel, 1 million de tonnes de nickel de très bonne qualité. Et pour produire des batteries, il faut du nickel de très bonne qualité. Selon la Commission européenne, en 2040, alors qu'aujourd'hui, on produit 1 million de tonnes, il faudra rien que pour le secteur de la mobilité électrique, 2 600 000 tonnes de nickel par an. Donc 2,6 fois plus que ce qu'on produit aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, 75% du nickel utilisé dans le monde est utilisé pour une seule chose, fabriquer de l'acier inoxydable. Et on va avoir des besoins croissants en acier inoxydable. Donc on ne peut pas compter sur une réduction de la demande. Donc il va falloir développer l'offre. Donc cuivre-nickel, les deux poids les plus importants. Ensuite, on a de l'aluminium, utile pour alléger les voitures notamment. On a du zinc, qui est utile pour protéger de la corrosion, notamment les éoliennes. On a du platine pour l'hydrogène. Sans platine, pas de production d'hydrogène et pas de consommation d'hydrogène en transformation en électrique. On a de l'argent, indispensable pour les panneaux solaires, c'est le meilleur conducteur d'électricité au monde, et pour les packs de batteries de véhicules électriques, il n'y en a pas dans les batteries, mais dans le pack de batteries. Ces deux secteurs, solaire plus mobilité électrique, n'existaient pas dans la consommation d'argent il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est entre 16 et 18% de la consommation mondiale d'argent. Et quand on voit qu'il faudrait multiplier par 5 les capacités installées de solaire chaque année jusqu'en 2030, d'après l'Agence internationale de l'énergie, pour respecter
l'accord de Paris, et qu'il faudrait multiplier par 12 la part de marché des voitures électrifiées d'ici 2030, vous voyez l'impact que ça peut avoir sur un marché comme l'argent. Et puis on a des plus petits métaux, le plomb, qui est utile notamment pour protéger de la corrosion tout ce qui est câble sous-marin pour les éoliennes offshore. Ça double la durée de vie d'un câble sous-marin. On a également l'or, qui est utile dans la recherche et développement sur les prochaines technologies, notamment de panneaux solaires, et du palladium, qui est utile dès aujourd'hui pour rendre nos voitures plus propres en faisant fonctionner les pots catalytiques. Voilà, donc 3 niveaux de pondération. Fort pour les 2 métaux les plus forts du portefeuille, cuivre et nickel, 14%. Central pour l'aluminium, le zinc, l'argent et le platine à 12%. Et puis ces 3 métaux avec une importance un peu moindre, à 8%. Avec une pondération qui évolue et qui est rebalancée tous les trimestres. Et surtout, la possibilité chaque année de se poser la question de savoir si on a bien les bons métaux en portefeuille. On a un comité d'investissement qui aura lieu une fois par an et qui passera en revue les technologies bas carbone. Parce que les technologies bas carbone d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Et donc, ce comité pourra proposer d'ajouter des nouveaux métaux dans le portefeuille, d'en retirer ou de modifier les pondérations en fonction de l'évolution. Une fois par an, ça nous a semblé suffisant. Ça peut paraître peu, mais il faut savoir qu'entre le moment où une technologie est découverte en laboratoire et au moment où elle arrive sur le marché, il se passe en moyenne au moins 5 ans. Donc on a un peu de temps et c'est pas la peine de faire des comités pour faire des comités. Je voyais de manière anecdotique là, parce qu'on n'a pas à nouveau beaucoup parlé du véhicule électrique, et je notais là, des constructeurs chinois type BYD qui intègrent de plus en plus verticalement leur activité jusqu'à aller investir dans des mines, dans la production. Tesla est réfléchi. Oui, le fait, mais visiblement, le chinois BYD est bien plus avancé dans cette intégration jusqu'au minerai que ne l'est Tesla aujourd'hui. Je voyais que les prix du lithium ont pris quand même un petit coup, visiblement, Benjamin. Alors, je ne sais pas, c'est la volatilité habituelle d'un métal comme le lithium, c'est anecdotique. Il y a une volatilité habituelle de ce marché parce que ce marché a énormément monté depuis 18 mois, essentiellement pour des problèmes de supply chain. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à très court terme, on ait vraiment une pression sur le marché du lithium qui peut fonctionner normalement parce que les groupes miniers ont été plus prompts à se développer sur ce secteur que les constructeurs automobiles de véhicules électriques. D'accord. Et donc on a même l'offre est là pour l'instant. Voilà, de fermer certaines mines à certaines périodes en 2018 quand le lithium a beaucoup baissé. Donc on n'est pas dans une extrême tension. Vous noterez d'ailleurs qu'on n'en a pas dans le portefeuille aussi pour des problématiques d'accessibilité. On espère que ça pourra venir dans le futur, mais à très court terme, c'est pas forcément une grosse tension. Et puis il y a eu la politique zéro Covid chinoise, qui fait que les ventes de véhicules partout sont en berne, et ça pèse sur des métaux comme le lithium, ça pèse sur des métaux comme le platine et le palladium qui sont indispensables pour les pots catalytiques. Oui, mais tous les métaux ne sont pas soumis au même niveau de pénurie ou de problème d'offre. J'ai envie de vous dire que tout ça pourrait constituer, à cause d'un facteur conjoncturel, la politique zéro Covid, plutôt des points d'entrée intéressants si on croit à la thèse que la transition énergétique va entraîner une hausse forte de la consommation de métaux qui devrait entraîner une hausse des prix, et que c'est un des moyens d'en profiter. Plus qu'une thèse. Je parlais du FMI tout à l'heure, je vous donne juste ça, un bref mot. Le FMI a fait un rapport sur ce sujet où ils ont essayé d'évaluer la hausse que pourraient connaître ces métaux. Ils ont étudié 4 métaux, le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. La conclusion du rapport du FMI, écrite noir sur blanc, c'est qu'à horizon 2030, dans 8 ans, je vous laisserai faire le calcul des intérêts composés, le prix du lithium, du cobalt et du nickel devrait croître de, je cite, quelques centaines de pourcents, et le prix du cuivre de 60%. Et d'ajouter, attention, ces estimations sont conservatrices, si on se trompe, le risque, il est à la hausse. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet avec nous à l'occasion du lancement de ce fonds Ophi Financial Investment Energy Strategic Metals. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi AM, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.